Moi, je vais vous proposer ce soir un petit voyage. Alors, ni vers une destination touristique à base de cocotiers et d'eau cristalline, euh, ni non plus vers une terre inconnue, parce qu'on ne peut pas dire ça. C'est plutôt vers une destination qui ici, elle est déchiffrée, et elle est encore très ignorée. Il s'agit du cycle féminin et de sa signification dans la vie d'une femme. Et plus largement, parce que c'est le cadre ici, même dans l'univers, on pourrait dire, dans la création. C'est donc un voyage intérieur, surtout pour vous, mesdames, bien sûr. Et bon, pour les messieurs, c'est plutôt un voyage d'émerveillement, parce que c'est quand même pas tout à fait intérieur, hein, c'est plutôt extérieur. Voilà. Hildegard de Bingen a ces mots extraordinaires. L'être humain contient en lui-même la terre et le ciel. Et combien cela est vrai pour la femme. Alors, dans le cadre de l'écologie intégrale, lorsque j'ai discuté avec Véronique, j'avoue, même si ce n'était pas véritablement raisonnable, parce que ce n'était pas le sujet de travail sur lequel j'étais à ce moment-là, lorsqu'elle a parlé de ce respect du cycle féminin en lien avec la sauvegarde de la création, tel que nous le présente Laudato Si, ce fut une tentation auquel on ne pouvait pas résister. Voilà. Donc, c'est grâce à sa persévérance que j'ai dit oui, et en même temps, c'est une joie de toucher ici avec vous ces différents sujets, de faire des liens entre le cycle, la création et l'écologie intégrale. Donc, je suis heureuse de venir partager avec vous ma passion pour Hildegard de Bingen et ma liberté aussi par rapport à sa figure. Vous allez le comprendre. Alors, comme vous l'avez vu, c'est à l'école d'Hildegard et c'est non pas selon les lumières d'Hildegard. Et donc, pour préciser, c'est plutôt ma méthodologie que je qualifierais d'hildegardienne. Chez Hildegard, maintenant on le sait par des travaux d'un professeur d'histoire médiévale qui s'appelle Laurence Moulinier, en fait, il y a chez Hildegard un véritable sens de l'observation du réel. Et c'est la première, on pourrait dire c'est le premier degré chez Hildegard. C'est une femme qui a observé, par exemple, les poissons dans le Rhin. On sait maintenant qu'à l'époque d'Hildegard, le Rhin était limpide, les eaux étaient belles, et donc Hildegard a pu voir à quelle hauteur un poisson nageait, à quelle hauteur il pondait, à quelle hauteur... Voilà. Et elle a tout bien consigné, à tel point que les personnes qui s'occupent aujourd'hui des poissons dans le Rhin, Hildegard constitue la référence. Mais cette observation du réel ne suffit pas à Hildegard. Vous savez qu'elle est abbesse bénédictine, et donc tout de suite, elle passe à un degré supérieur qu'on peut appeler la contemplation, et c'est-à-dire qu'elle va intégrer cette observation dans l'instant présent. Et c'est une première leçon d'Hildegard, c'est que d'abord vous observez le réel tel qu'il est, ensuite vous contemplez et vous acceptez de le vivre à l'instant présent. Et enfin, mais plutôt comme fruit, vous avez l'émerveillement. C'est-à-dire que vous recevez la création telle qu'elle est et vous vivez d'une certaine joie faite pour les merveilles que Dieu nous donne et pour les merveilles que nous sommes. Et cette joie, on la retrouve chez Hildegard. Donc aujourd'hui, je veux avec vous appliquer cette méthodologie au cycle féminin. Le cycle féminin est extraordinaire de délicatesse et de finesse. Il est tout au service de la vie. Et puis nous regarderons comment Dieu a mis ce cycle féminin à l'intérieur de la vie d'une femme, parce que la vie d'une femme commence à la conception, et puis se termine à la mort. Or, ce cycle féminin, nous ne l'avons pas de la conception à la mort. Peut-être nous l'avons entre 15 et 55 ans. Disons, ça fait 40 grandes années où nous vivons avec ce cycle. Mais avant, nous sommes une femme, une fille, avant d'être femme, mais nous n'avons pas ce cycle. Et puis après, nous ne l'avons pas non plus, mais nous sommes toujours une femme. Et comment tout cela peut-il se comprendre? Et enfin, nous terminerons avec des ouvertures pour reprendre, comme à l'image d'Hildegard, c'est comment la femme peut-elle contenir en elle-même la terre et le ciel. Donc j'espère que nous aurons le temps de terminer un peu par le ciel, si on peut le dire, mais grâce à Hildegard, on va y arriver. Alors, le premier avertissement, c'est que je ne suis pas une spécialiste d'Hildegard. Je ne suis pas latiniste, je ne connais pas l'allemand, je n'ai pas fait d'histoire médiévale, donc je pars avec beaucoup d'handicap. Mais il y a 15 ans, lorsque je me suis intéressée à Hildegard, j'ai quand même fait le tour de tout ce qu'on pouvait trouver en français, j'étais limitée,
Dans les œuvres d'Hildegarde, il devait y avoir 3 gros pavés quand même, enfin 3 gros morceaux qui étaient déjà traduits. Le Scivias, le livre des œuvres divines et le livre des mérites de Dieu. Donc je les ai lus, et j'ai lu des biographies dans lesquelles il y avait beaucoup de transcriptions de lettres d'Hildegarde. Et ça m'a passionnée. Et puis j'ai un peu abandonné Hildegarde pour chercher d'autres auteurs, voilà. Mais, et c'est peut-être ici un témoignage indirect, lorsqu'on a touché à Hildegarde, on y revient sans cesse. Voilà. Laissez-vous toucher par Hildegarde, et même si vous passerez à plein d'auteurs extraordinaires, ben, telle ou telle petite chose vous fera revenir à elle. Alors peut-être le langage d'Hildegarde quand même a énormément de références culturelles, et c'est pas évident d'emblée, il faut être un peu patient avant de dégoûter les fruits d'Hildegarde. Alors il y a une alternative à ça, c'est tout simplement de la prier. Et là aussi, la réponse est beaucoup plus rapide. Voilà. Si vous priez Hildegarde, vous y prendrez goût, et puis vous verrez qu'elle agit véritablement dans votre vie. Alors, Saint Bernard, qui est un contemporain d'Hildegarde et qui l'a aidé à assumer ses talents et ses charismes, et en particulier son aspect mystique, Saint Bernard dit que lorsqu'on doit parler, quand de toute façon on est amené à parler, bon là du coup Véronique, là j'y suis, là, je n'ai pas le choix, voilà, il dit qu'il faut le faire à partir du livre de l'expérience. Et donc c'est d'abord, vous voyez, c'est pas comme spécialiste d'Hildegarde que je vais parler, mais d'abord plutôt à partir du livre de l'expérience. Donc à l'époque d'Hildegarde de Bingen, et elle n'échappe pas à cette tradition, on pourrait dire, on conçoit énormément de choses avec les 4 éléments. On conçoit l'univers avec 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'eau, la terre, l'air, voilà, et le feu. Alors ça, je pense que vous pouvez me faire confiance, parce que comme je me suis toujours intéressée au cycle féminin, quand j'ai commencé à lire Hildegarde, j'ai toujours voulu voir chez Hildegarde ou dans les visions d'Hildegarde quelque chose qui pourrait me donner des indications sur le cycle féminin. Et je dois avouer, alors peut-être que ça y est, un endroit que je ne vais pas chercher, parce qu'elle a quand même une œuvre qui est considérable, donc voilà. J'ai rien trouvé sur le cycle. Alors je vous dirai après des choses sur la femme qu'on peut trouver chez Hildegarde, mais sur le cycle féminin, tel qu'on le comprend aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien stricto sensus. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la physiologie humaine du cycle féminin est finalement quelque chose d'assez récent, et c'est là le grand paradoxe de notre époque. C'est que ce qu'aujourd'hui on peut comprendre avec une extrême finesse, on est incapable de l'observer, comme l'aurait fait Hildegarde, et encore moins capable de le contempler, et encore moins capable de s'en réjouir. Voilà. Mais du coup, je vous propose aujourd'hui, alors c'est un petit exercice amusant que j'ai fait, je le propose, une description du cycle à la manière d'Hildegarde. D'accord ? Alors, voilà, je répète, ce n'est absolument pas une description, c'est une description de mon cru. D'accord ? Ce n'est pas Hildegarde qui parle comme ça du cycle féminin. Je vous rappelle que la fertilité féminine est temporaire, de la puberté à la ménopause, qui marque le temps de l'infertilité, et que cette fécondité est fragile, elle est délicate et elle est périodique. Alors, c'est très important, cette fécondité est différente pour chaque femme, et même chez une même femme, cette fécondité va être différente selon les périodes de sa vie. Alors, la fécondité est régie par les hormones. Les hormones, ce sont des substances qui circulent dans le sang, qui sont sécrétées par des glandes. Alors, en l'occurrence, le cycle féminin est régi par l'hypophyse, qui est une glande qui est à la base du cerveau, qui sécrète donc des hormones dites hypophysaires. Celles-ci vont vers des organes cibles. En fait, ces organes sont très nombreux. Énormément de tissus du corps ont des récepteurs pour les hormones hypophysaires et ovariennes. Mais il y a des organes principaux, qui sont en particulier les ovaires, qui répondent aux hormones hypophysaires par des hormones elles-mêmes ovariennes qui circulent dans le sang et qui vont aller sur d'autres organes cibles, l'endomètre, le col de l'utérus et le vagin. Voilà. Alors tout ça, malheureusement, enfin c'est pas le but aujourd'hui, et je ne vais pas m'étendre sur ça, mais tout ça est extrêmement fin, extrêmement délicat, et en soi c'est une merveille. Voilà. Mais première étape, l'observation du réel, nous aurions la possibilité de le regarder
en disant, voilà, d'abord on le regarde tel qu'il est. Là, aujourd'hui, je vais passer directement à la deuxième étape, un peu plus de contemplation, en reprenant avec vous ce cycle féminin à partir des 4 éléments. Alors, nous allons commencer ce cycle à la décrue des règles, parce que hormonalement, c'est ce qui est le plus simple pour moi. Donc, de la décrue des règles au début de la période fertile. D'accord ? C'est un premier temps qui est variable d'une femme à l'autre, qui se caractérise, vous voyez, par l'observation, par une sensation qui ne change pas à la vue. Et pour certaines femmes, lors de leur période fertile, ce temps sera très court, simplement la décrue des règles, alors que pour d'autres, il sera très long. Quelquefois, certaines femmes vivent ce temps plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il faudra donc vivre ce temps sans prévoir et accueillir paisiblement chaque journée, en ne sachant pas combien de temps cette première période va-t-elle durer. Voilà. Alors, ce temps, on va l'appeler un temps de latence ou un temps d'attente. Et l'élément qui décrit le mieux cette période du cycle, on va dire que c'est l'air. Alors, la bise légère amène la douceur. Et en général, cette période du cycle de la femme est un moment qui est facile et qui est heureux. C'est un temps, en fait, où le cœur peut facilement être en éveil et peut facilement se laisser surprendre parce que Dieu va lui amener. Mais ça, c'est lorsque ce temps est léger, on a une bise légère, ça va. Mais si les masses d'air s'accumulent, si vous avez l'air qui devient lourd, qui devient pénible, qui devient orageux, alors, comme ce qui se passe pour nous, lorsqu'on vit dans ces moments, parce que la météorologie est à cet aspect-là, eh bien, ça provoque l'énervement. Et il y a un besoin d'eau. On souffre, on dit quand va-t-il pleuvoir? C'est trop chaud là, c'est cet air qui est pénible. Pourquoi ce temps est-il si long? Et dans le cycle féminin, c'est pareil, cette première période du cycle, si elle est longue, voire totale, c'est le cas par exemple des femmes qui n'ont pas ou plus leurs règles, en amont de la ménopause, quand c'est inscrit en elles, ça peut être vécu comme une fatalité, alors qu'en fait c'est une prédisposition, c'est quelque chose de naturel. Mais là, il y a quelque chose de particulier à vivre. Donc, après cet air, comme je viens de le dire, en fait, naturellement vient l'eau. Et là, vous avez une période qui est fertile, potentiellement fertile, et qu'on pourrait dire un temps de l'action. Alors, la lecture naturelle de cette période, c'est que chez une femme, il y a une augmentation de la sensation d'humidité à la vulve. Donc la période de l'eau, c'est vraiment, imaginez-vous ça comme dans les cours de sciences, dans les vieux manuels, le tout petit ruisseau qui peu à peu prend de l'ampleur, qui va se jeter dans une rivière un tout petit peu plus importante, et puis cette rivière va se jeter dans le fleuve, et le fleuve se jette dans l'océan, et là vous avez l'étendue de l'océan, la plénitude, et vous avez cette sensation d'immensité. L'immensité, et l'eau qui arrive et qui va ensuite achoper sur les plages, sur une plage. Voilà. Donc la femme qui est attentive à elle-même lors de cette période du cycle, elle peut accueillir cette arrivée de l'eau qui est nécessaire à la vie, elle s'émerveille de ce déploiement de l'eau, et elle peut vivre elle peut exulter intérieurement. C'est le mouvement, c'est le temps de l'action. Et on peut dire vraiment que c'est certainement la période où la concentration, l'énergie, la volonté et même la force physique sont au rendez-vous. C'est une période qui, par définition, est vivifiante, comme l'eau. Alors, pour les femmes qui sont mariées, dans une certaine mesure, leur mari découvre à cette période du cycle une femme qui est plus attirante, plus entreprenante, et lui-même s'émerveille de cette immensité. Et puis, comme beaucoup de choses, lorsque vous avez un mouvement ascendant comme ça, eh bien, survient une rupture. Une rupture à la fois dans la sensation et à la fois dans l'humeur. Et là, pour certaines femmes, ça va être à peine désorientant, et pour d'autres, ce changement peut même être totalement déstabilisant, voire douloureux. Là, en plein milieu du cycle, alors que personne ne s'y attend. La femme reste fertile, mais l'eau s'est tarie. Brutalement, l'eau se tarit. Et comme la mer qui se retire, c'est la mer haute, la mer qui se retire, eh bien,
elle laisse voir une Terre qui est potentiellement accidentée. Et là, en fait, là, vous changez d'élément. Alors, quel élément, l'élément qui suit, vous avez bien compris, ça va être la Terre. Et vous allez rentrer dans une phase qui est abusivement dite période infertile. En réalité, ce n'est pas une période infertile. Toutes les périodes du cycle contribuent à la fertilité. Je reviendrai tout à l'heure. Mais cette eau se retire et elle laisse place à la Terre. Et la Terre, comme vos pieds d'ailleurs qui sont bien mis par terre, là, vous le sentez, la Terre, c'est solide et sécurisant. Objectivement, c'est solide et sécurisant. Si la Terre est plane, c'est ce qu'est le cas du sol ici, si la Terre est plane, ou si le sable, dont je vous ai décrit la plage, le sable est bien tassé et fin, eh bien, on peut s'appuyer dessus. La seule difficulté, c'est que lorsque la mer se retire, en fait, elle a charrié toutes sortes d'aspérités, d'algues, de cailloux, de coquillages, voire de déchets, voire de bouteilles d'eau, enfin, de bouteilles en plastique, puisqu'on a l'écologie intégrale, vous voyez, toutes sortes d'horreurs. Les soucis, les lourdeurs de l'existence, ils étaient déjà là dans la période fertile. Mais lorsque l'eau se retire, eh bien la femme va les contempler, elle va les voir, et là ils vont lui apparaître cruellement. Voilà. Et c'est-à-dire que même si objectivement, au niveau hormonal, cette période est une période stable, subjectivement, la femme voit que cette période la vit de façon compliquée et difficile à assumer. Et peut-être plus qu'à un autre moment, la femme a besoin, à cette période de son cycle, de compréhension et elle a besoin de valoriser des relations paisibles. Ce n'est peut-être pas le moment de vouloir régler toutes les confrontations de notre existence parce que ces confrontations seront vécues plus douloureusement qu'à une autre période du cycle. C'est donc par définition une période qu'on devrait appeler temps de bienveillance. Alors, cette période, comme je vous l'ai dit, amène avec elle, en fait, non pas des difficultés en elles-mêmes, mais seulement on va les voir davantage. Et donc, on voit toutes ces choses qui traînent sur la plage. Et donc, comme vous le comprenez, elle amène ce quatrième temps, ce quatrième élément, qui est de la fin de la période post-ovulatoire jusqu'à la courbe ascendante des menstruations, qui est le feu. Il va falloir brûler tout ça. Voilà. Le temps du détachement. Et c'est une leçon terrible, on pourrait dire, mais à la fois tellement nécessaire du cycle féminin, c'est qui naît se prépare à mourir. Voilà. Tout ce que la Terre a laissé apparaître comme possession, comme aspérité, mais peut-être aussi tout ce qui a été beau, les coquillages ravissants, toutes les belles choses qui sont belles et profondes, et bien tout va passer au feu. Et là, vous avez une image des menstruations. Alors, pas le feu dans le sens, le feu du bilieu dans le sens de l'action, mais le feu dans le sens de la souffrance. Souffrance psychologique, affective et morale, voire souffrance physique. Alors évidemment, tout cela est relatif. Comme je vous l'ai dit, chaque femme le vit de façon différente. Voilà. Mais les menstruations, qui sont souvent préparées par une détresse, pareil, relative, une irritabilité, une perte de soi, eh bien, sont aussi une épreuve physique. Et donc, c'est un temps de fragilité qui est accompagné d'amoindrissement des capacités et de douleurs inégales. Alors là aussi, chaque femme le vit différemment. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, cette phase est nécessaire et qu'elle comporte en elle-même un soulagement. Elle est en elle-même, ce dernier élément, est en elle-même bienveillant, comme les autres moments du cycle. En fait, chaque moment du cycle contient en lui-même sa pédagogie. Et la femme grandit avec tout cela, dans le vécu du cycle féminin, par la réceptivité. Alors c'est un long travail, c'est véritablement, c'est pour ça que je vous le disais au départ, c'est véritablement la possibilité, parce que chacune nous sommes libres de l'effectuer ou non, d'un voyage intérieur. Voilà. Mais moi, mon but, c'est de vous dire qu'il ne faut pas y renoncer. Voilà. Si on a la possibilité de le vivre, n'y renonçons pas. Et là, les enjeux sont extrêmement importants. Alors, je ne peux pas tout décrire ce soir, donc je vais faire l'impasse des enjeux spirituels, bon, voilà, malheureusement, mais je vais vous parler par exemple des enjeux en termes d'estime de soi. C'est-à-dire que le cycle féminin influe sur de différents aspects de notre personnalité, en particulier sur l'énergie, la concentration, la capacité physique et intellectuelle. Je vais prendre quelques exemples. D'abord, plutôt dans le sens, il n'y a pas ici de très jeunes filles, mais plutôt dans le sens
de l'éducation, parce que les AFC font beaucoup de choses pour l'éducation. Donc, la participation, comment est-ce que ces connaissances-là, comment cet émerveillement que je vous ai donné, on peut l'utiliser dans l'éducation de nos jeunes filles, de nos filles ou petites filles. Voilà. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'épuisement maternel, parce que c'est quelque chose qui sort un peu du tabou. Comment les femmes s'épuisent et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de cette connaissance du cycle pour contrer l'épuisement de la mère de famille qui court partout et qui a énormément de choses à faire. Donc le premier exemple, qu'en fait une maman peut, pour vous montrer le cadeau qu'une maman peut faire à sa fille, de cette connaissance, en fait, de cette transmission mère-fille, de la féminité et de l'impact du cycle féminin sur sa vie. Alors, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple du contrôle de maths, et puis donc pour la capacité intellectuelle, et la course d'orientation pour les capacités physiques. Imaginez que vous avez une fille qui a des difficultés en mathématiques, et comme beaucoup de filles d'ailleurs, elles sont très consciencieuses, donc pendant l'été, les 2 mois d'été, elle va bien travailler ses mathématiques et faire énormément de trucs de mathématiques. Et puis arrive la rentrée et le premier DST de maths. Et votre jeune fille, qui vit à ce moment du DST de maths l'élément de l'eau, réussit brillamment son contrôle de maths. Il se trouve d'ailleurs que son professeur était le même que celui de l'année dernière, donc tout le monde est ébahi. Elle ramène un 15 à la maison. Le professeur dit bravo, la fille dit c'est génial maman, voilà. Seulement 2 semaines plus tard, il y a de nouveau un DST. Cette fois-ci, la jeune fille est dans l'élément du feu. Et là, bon, il y a peut-être une notion de maths par ailleurs qui a été mal intégrée, mais c'est la véritable catastrophe. Et votre fille revient avec un 9. Voilà. Et elle le vivra d'autant plus mal qu'en plus de ça, intérieurement, eh bien, c'est difficile. C'est le moment où on est irritable, on est énervé. Et là, tout d'un coup, eh bien, c'est terminé, elle est nulle, elle est foutue, voilà. Et pas de peau, le prof met sur la « Ah bah c'est dommage », genre « Ah bah c'est dommage, je pensais que là ça allait repartir » et « Ah bah c'est dommage ». Prenons maintenant l'exemple de la course d'orientation. Vous avez une jeune fille qui aime le sport et qui a l'intention de faire des compétitions en course d'orientation. Et donc, elle commence les entraînements de course d'orientation. Elle commence au moment de l'élément terre. Voilà. Elle fait sa course d'orientation et là, c'est médiocre, elle ramène 3 balises. Bon. Elle revient au moment de l'air, la semaine suivante, faire la course d'orientation, et là, elle ramène 5 balises. Et puis la semaine suivante, c'est l'eau, et elle ramène 7 balises. Et là, le professeur, masculin, un homme, est très fier de lui et il dit « Tu as bien suivi mes conseils. Bravo, tu es excellente. Tu continues comme ça. » Alors, évidemment, tu continues comme ça sur un mode masculin. Bah, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Tu m'en ramènes, tu vas en avoir 10. Hein, et puis ça tombe bien parce que la semaine prochaine, c'est la compète. Hein. Voilà. Pas de mots, pas de peau, ça tombe dans l'élément feu. Et là, votre pauvre petite chérie, elle se retrouve avec 4 balises. Alors, vous avez alors évidemment, le prof est d'écouter et la fille est d'écouter. En réalité, votre fille, elle a gagné en capacité. Parce que, en termes de même élément, hein, la dernière fois qu'elle avait fait les courses d'orientation sur le même élément, elle en avait 3. Et maintenant, elle en a eu 4 et elle a failli en avoir 5. Donc, en réalité, elle a augmenté. Hein, vous voyez, en réalité, elle s'est vraiment donnée et tout ce qu'elle a fait au long de ce mois de sport a été en faveur, elle devrait être félicitée de sa persévérance, de son action. Seulement, elle ne se connaît pas encore très bien elle-même, et puis son entourage ne la connaît pas non plus. Donc elle va vivre douloureusement, en termes d'estime d'elle-même, comme d'ailleurs la petite jeune fille pour les mathématiques, quelque chose qu'elle pourrait lire et qu'elle pourrait intégrer en termes de connaissance d'elle-même et d'estime d'elle-même. Et en fait, ça change exactement, ça change quand même énormément de données. Alors, on peut donner un autre exemple. Alors, cette fois-ci, je peux vous donner un autre exemple, par exemple, pour la libido, parce que ça aussi, c'est un truc très important sur lequel nos jeunes filles doivent être prévenues. Disons que là, nous allons prendre 2 demoiselles, une qui s'appelle Adeline et une qui s'appelle Lola, qui discutent lors d'une pause au lycée. Et puis, Lola se vante devant
d'autres demoiselles d'avoir perdu sa virginité grâce à Kevin, voilà, une espèce d'abruti de la classe. Et elle fait son sketch en disant « Ouais, c'est génial, ce week-end, j'ai perdu ma virginité grâce à Kevin. » La petite Adeline, qui entend ça, lui dit « Ah bah toi, c'est sûr, tu devais être au milieu de ton cycle. » La Lola, elle regarde les yeux grands ouverts. « Qu'est-ce que tu me racontes? Comment tu le sais ?» Eh bien, la Adeline lui répond « Eh bien, c'est bien simple. Comme tu étais fragilité, tu étais au milieu de ton cycle, donc forcément, tu t'es fait avoir par cette espèce d'abruti, tu aurais attendu 15 jours, tu serais rendu compte qu'il n'en valait pas la peine. » Et toutes les autres miss disent « Ah bon, ah bon, ah bon. » Voilà. C'est-à-dire que la connaissance d'elle-même et de cet aspect cyclique de l'existence donne énormément d'atouts à nos jeunes filles et leur permettent de tenir dans un monde qui, lui, n'a pas intégré que la femme est au service de la vie. Maintenant, prenons-le plus pour les mères de famille. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle à juste raison du burn-out maternel, alors aussi bien pour les mères au foyer qui vivent un peu, vous savez, ce qu'on appelle le rejet de Sisyphe, c'est-à-dire que vous montez le rocher, c'est-à-dire que vous faites le ménage de toute votre maison, après vous enchaînez sur le linge, et quand vous avez fini le linge, il faut recommencer le ménage de la maison, et on recommence sur le linge. Là, je parle en connaissance de cause, n'est-ce pas? Et donc, c'est toujours un éternel recommencement, et on sait, par exemple, que dans l'épuisement de la mère de famille, une des premières choses qui est dite comme souffrance, c'est « ça ne s'arrête jamais ». Voilà. Vous avez aussi l'épuisement de la femme qui vit deux vies, parce qu'il faut qu'elle travaille et elle vit tout ce qu'il y a dans sa maison, et c'est pareil, ça ne s'arrête jamais. Alors là, il y a quand même une donnée qui est extrêmement importante. On sait d'ailleurs, dans le burn-out, donc le burn-out c'est quand même quelque chose d'assez brutal, c'est à un moment donné, vous ne pouvez plus rien faire parce que vous êtes complètement épuisé. Voilà. On sait que le perfectionnisme, la manière dont on se vit intérieurement, compte énormément. Et en fait, vous avez une explication qui est quand même à prendre en compte, c'est que si votre norme intérieure, c'est la période de l'eau, vous voyez, eh bien, les 3/4 du temps, vous êtes en échec par rapport à votre norme que vous vous êtes fixée. C'est-à-dire que si votre norme, c'est la capacité que vous avez lorsque vous êtes dans la période de l'eau, vous voyez, en période d'eau, moi je vous parle pour moi, je suis capable de nettoyer ma salle de bain, ma cuisine, mon salon et mon entrée en 1 heure chrono, sans fatigue, naturellement. Voilà. Par contre, si je veux faire la même chose, voyez, entre la terre et le feu, eh bien, je ne vais pas y arriver. Voilà. Ou alors, ça va être à un prix, c'est-à-dire que je vais le faire, voilà, mais ensuite, je serai à cran, à bout. Voilà. Je ne supporterai plus personne. Voilà. Alors que si je comprends, en fait, que, oui, certainement, il y a des fois, en fait, j'ai une capacité importante et je peux l'utiliser, ce n'est pas une norme, ça ne doit pas constituer ma norme intérieure. Je dois intégrer dans mon norme intérieure qu'en fait, je suis cyclique et donc mes capacités physiques, par exemple, parce que là, en l'occurrence, pour le ménage, c'est plutôt physique, vont changer. Alors, vous allez me dire, il y a quand même quelque chose un peu terrible, c'est qu'on aimerait bien, nous les femmes, rester, on a l'impression qu'il n'y a que l'eau qui compte et donc que ce qu'il faut, c'est rester en période de l'eau. Et alors là, je pense qu'on peut prendre vraiment un exemple qui va plaire à Véronique parce que c'est vraiment en lien avec l'écologie intégrale. Voyez-vous, si vous voulez faire un effort de conversion pour utiliser les fruits et légumes de saison, vous décidez, moi par exemple j'aime bien les régimes italiens. Donc, je pourrais manger toute l'année tomates mozzarella roquette, avec des pâtes et des pizzas, imaginons, voilà. Bon, si je vais à un atelier d'écologie intégrale, je me dis, bon, je vais quand même, voilà, il faut que je mange de proximité, bon pour la santé. Et puis c'est un type de garder que les châtaignes, c'est bon. Donc là, c'est les châtaignes. On va les faire, voilà, on va aller en promenade et je vais manger les châtaignes. En fait, voilà, vous avez deux attitudes. Vous avez l'attitude de dire, il n'y a pas de tomates en novembre, décembre, ça. Donc en fait, je me plains et je ne fais rien en novembre, décembre, janvier, machin. Ou alors vous avez la possibilité de découvrir la richesse propre de cette période, vous voyez, où il n'y a plus de tomates. Et il y a des châtaignes et d'autres choses que je vais devoir apprendre à cuisiner. Et bien là, c'est pareil pour le cycle. C'est qu'en fait, il y a des richesses aux autres périodes, qui sont peut-être des richesses qui sont moins facilement mises en valeur. En l'occurrence, par exemple, vous voyez, pour la période de la Terre, tout ce qui est méditatif, la lecture spirituelle, le fait de prendre un livre et de raconter des histoires à vos enfants, ce sont des activités qui vont être valorisées dans cette période-là. C'est-à-dire autant
prendre un livre, tout simplement, vous voyez, mettre toute la famille sur les canapés et dire, on va tous lire dans le salon. Voilà. Autant vous-même, vous n'en serez peut-être pas capable dans la période de l'eau, vous voyez, autant dans la période de la terre, voire du feu, eh bien vous en serez capable et vous ferez du bien à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde prendra un temps calme, il lira, vous voyez, ce sera un dimanche après-midi paisible, et tout le monde en sortira grandi. Alors par contre, si vous allez à contre-courant de votre propre cycle, finalement, eh bien vous mettez tout le monde à cran. Voilà. Donc, on se retrouve véritablement à l'école d'Hildegard de Bingen. Et donc, ça débouche, essayez, testez, pour voir si j'ai raison. Mais il y a quand même, lorsqu'on arrive à goûter ces petites choses-là, une louange intérieure qui affleure. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la nécessité des pensées positives. Hein. Les pensées positives, c'est nécessaire pour le cerveau, hein, parce qu'on produit des hormones dans le cerveau qui sont nécessaires. Donc, vous avez plusieurs manières de les produire. Hein. Vous pouvez les produire justement par des pensées positives. Alors, vous pouvez acheter des petits livres en librairie, là, vous savez, sur les devantoirs, là, sans pensées positives, machin, là, vous pouvez prendre ça, vous êtes obligé à lire des pensées positives. Vous pouvez aussi décider de vous mettre à la mode d'Hildegard ou d'autres, hein, c'est-à-dire de vivre une certaine louange pour ce que vous êtes amené à vivre. Voilà. Donc, chez Hildegard, il y a une harmonie de la création voulue par Dieu. Et en fait, voilà, moi je pense que ma description va bien avec Hildegard parce Hildegard vit au rythme des saisons. Elle a tout à fait conscience du rythme biologique. Alors, Hildegard a aussi conscience, et elle le répète sans arrêt, que le péché vient abîmer cette harmonie. Voilà. Elle vient abîmer cette harmonie, mais cette harmonie demeure. Voilà. Et donc, en fait, vous avez une espérance qui reste. C'est-à-dire que il y a quand même le reflet il y a dans la création quelque chose qui nous parle de Dieu et qui demeure malgré le péché, hein, malgré nos lourdeurs. Alors, pour revenir aux 4 éléments, il faut rappeler en fait que donc ces 4 éléments sont nécessaires à une circulation, on pourrait dire, n'est-ce pas, qui est favorable à la vie, pour que le cycle féminin puisse recevoir un nouvel être vivant si nécessaire. Et on pourrait penser, vous voyez, alors je vais reprendre par exemple la description de l'eau, que si vous mettez des barrières, des petits, c'est comme dans les ruisseaux, on met des pierres pour empêcher l'eau de passer, hein, l'eau quand même finit par gagner. Si par contre vous mettez des énormes blocs de béton, oui, dans un fleuve ou dans une rivière, là vous empêchez totalement l'eau de passer. Et dans une certaine mesure, pendant tout un temps, une certaine contraception hormonale avait comme but de vous placer des murs de béton. Donc vous empêchiez l'eau de passer, vous aviez plus l'eau qui affleurait sur la plage, et donc l'affaire était réglée. Voilà. Seulement, lorsque vous mettez des murs de béton, hein, ils finissent par se fissurer, et puis ils créent un certain nombre de problèmes par ailleurs, autre part dans votre corps. Et du coup, ça cause un grand nombre d'effets secondaires, et donc la pharmacobiologie, aujourd'hui, ne s'intéresse plus à la période de l'eau, pour attaquer la fécondité, enfin, oui, pour la diminuer, mais à la terre. C'est-à-dire que tous les nouveaux produits ont tendance à vouloir empêcher l'anidation, en l'occurrence, et la possibilité pour un nouvel être vivant de s'implanter dans l'utérus. Et là, en fait, qu'est-ce que vous faites? C'est comme si vous mettiez sur la plage d'énormes barres de fer, hein, pour que l'eau ne puisse pas, d'ailleurs, décharger, ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les choses qu'elle porte et qui sont bons. En fait, il faut que l'eau puisse les décharger sur la terre. Et en fait, c'est pour vous montrer qu'en fait, donc, par cette harmonie que j'essaie de représenter par les 4 éléments, en fait, vous avez différentes manières de vous y opposer. Voilà. Et que souvent notre regard est réducteur. Hein, voilà. Et souvent, lorsque vous abîmez un des éléments, vous abîmez l'ensemble. Alors, ce cycle féminin, il s'inscrit dans une existence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et cette existence, elle commence à la conception. Alors, dans le haut Moyen-Âge, donc à l'époque d'Hildegard de Bingen, il y a une école qui, en fait, va devenir vraiment une référence en termes de médecine médiévale, qui est l'école de Salerne.
Et donc, en regardant un peu ce que dit l'école de Salerne, on sait quel était l'état des connaissances à l'époque d'Hildegard de Bingen, et on peut voir dans quelle mesure elle apporte quelque chose de véritablement original ou pas. Voilà. Alors, l'école de Salerne, à l'époque d'Hildegard de Bingen, disait que la conception, c'était un fait qu'on attribuait à l'homme. Hein. C'est l'homme qui donne la vie. En gros, la femme est un champ. L'homme amène la semence. Donc, l'homme amène la vie. Et là, on peut dire que Hildegard est très originale parce que pour elle, elle ne le décrit pas du tout ainsi. Elle échappe en fait à cette vision assez masculine de la situation pour expliquer que non, il y a une capacité de vie de la femme qui va rencontrer une capacité de vie de l'homme. Hein. Alors, elle décrit ça dans des grandes visions, hein, avec des tourbillons de sang et différentes choses, mais si on prend le temps de regarder bien les visions qu'elle décrit, on peut voir dans une certaine mesure ce qu'on voit aujourd'hui dans l'imagerie. Vous voyez, si on arrive à perdre notre notion des gamètes, on arrive à voir un peu ce qu'elle a pu vouloir expliquer par l'imagerie médicale. Donc, elle ne décrit pas les gamètes, hein, mais mystérieusement, elle sait que la vie commence par quelque chose qui est donné par l'homme et quelque chose qui est donné par la femme. Un peu comme une double rencontre. Parce qu'il faut savoir que Hildegard de Bingen, toute contemplative et bénédictine qu'elle était, n'était pas du tout prude. Et donc on a des longs passages de description où vraiment la sexologie moderne peut aller se rhabiller, parce que Hildegard va décrire la rencontre charnelle entre un homme et une femme de façon très... alors je ne vais pas dire crue, parce que tout est imagé chez Hildegard, mais de façon très concrète. Voilà. Et elle va d'ailleurs, parce que c'est souvent ce qu'elle aime faire, elle va d'ailleurs vous classer les types d'hommes et les types de femmes, et quel type d'homme va bien avec quel type de femme, et elle va surtout vous expliquer qu'il faut que la rencontre entre monsieur et madame se passe bien pour que la vie puisse venir. Voilà. Donc elle a une vision d'ailleurs très belle et tout à fait positive de l'union charnelle. Vous voyez, peut-être que des choses qui ensuite seront plus difficilement décrites par certains auteurs spirituels, on pourrait dire. Hein. Après saint Thomas, il y a une espèce de rigidité qui se crée. On voit plus ce genre d'écrits qui en fait sont... c'est très étonnant parce qu'il y a une liberté totale. Hein. Voilà, en fait, on voit qu'elle a entendu les choses de plein de dames, hein, et que tout simplement, elle le note. Voilà. Donc, il y a une rencontre de deux êtres, et pour Hildegard, il y a une rencontre de deux êtres, et à l'intérieur de cette rencontre de deux êtres, il y a une rencontre de deux capacités de vie, de l'homme et de la femme. Voilà. Donc une rencontre qui cache une autre rencontre, et tout cela doit notre respect. Parce qu'évidemment, saint Hildegard voit tout de suite la présence de Dieu, partout. Hein. Chez saint Hildegard, il n'y a rien dans l'immanence, tout est dans la transcendance. Et puis ce qui est très beau chez Hildegard, c'est que cette continuité, donc on va dire de la conception de la petite fille, parce qu'on est sur la petite fille, elle va continuer sur la grossesse, et là aussi, à mon sens, Hildegard est admirable, parce qu'elle comprend le sens d'une forme qui se déploie dans le corps de la mère. Et alors, il y a l'anecdote célèbre d'Hildegard de Bingen, encore enfant, qui voit une vache et qui décrit aux personnes qui l'accompagnent le veau à l'intérieur de la vache, en expliquant que le veau à l'intérieur de cette vache a sur le front une tache très particulière, de telle couleur, de telle forme, ainsi de suite. Évidemment, tout le monde se dit qu'elle est OK, mais quand le veau naît, le veau est exactement comme Hildegard l'avait décrit. Voilà. Donc, il y a, on peut dire, et ça, cette anecdote est très révélatrice d'Hildegard, il y a en même temps quelque chose qui est de l'ordre biologique, vous voyez, c'est-à-dire que si elle voit un veau dans le ventre d'une vache, elle sait très bien qu'un être humain dans le ventre d'une mère, c'est pas la même chose, vous voyez, mais elle voit aussi la similitude qu'il y a entre les deux, et qui est aussi très intéressante. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, nous faisons aussi partie du règne animal. Et si nous l'oublions, nous nous faisons l'ange et nous devenons complètement stupides. Voilà. Donc, la petite fille va naître, et il va y avoir tout un temps où la féminité va s'exprimer de façon très délicate, mais sans le cycle. C'est-à-dire que nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cycle féminin dit énormément de choses sur notre féminité, mais en même temps, nous ne sommes pas réduites à notre cycle féminin. Et ça, c'est extrêmement important. Chez Hildegard, on pourrait dire que là, il y a des références, c'est qu'Hildegard à 8 ans est confiée aux sœurs. Et donc chez Hildegard, il y a le fait qu'on apprend la féminité d'autres femmes. Avec deux possibilités. La féminité qui s'exprime par la maternité
Donc, le fait que pour une petite fille, je vais devenir maman, c'est une perspective dans laquelle vous développez votre féminité. Ou alors, et ça c'est un très beau chemin aussi, c'est le chemin qu'a vécu Hildegard, je peux devenir religieuse, hein, je peux devenir sœur. Et ce qui met d'ailleurs une liberté. Voilà. Donc là, c'est pareil, peut-être qu'on peut déplorer aujourd'hui que nos petites filles, enfin que les petites filles ne voient que très rarement de religieuses, et du coup qu'elles n'accèdent finalement en termes de représentation qu'à une féminité qui va vers la maternité naturelle et non pas aussi vers une maternité spirituelle, ce qui étend les possibilités de la féminité. Voilà. Donc là, après, là, pareil, on peut reprendre les 4 éléments, mais je n'ai pas le temps et ça serait beaucoup trop long, mais de toutes les perturbations que vont engendrer finalement après un calme hormonal, parce que les petites filles vivent dans un calme hormonal, qu'est-ce que va représenter la puberté? La puberté, ça va être l'arrivée bruyante de ces 4 éléments dans une petite demoiselle qui n'a jamais rien demandé. Hein. Et du coup, peut-être qu'avec cette vision-là, on peut essayer de supporter un peu plus calmement nos grandes adolescentes et toutes les perturbations qu'elles vivent. Voilà. Hein. Parce qu'en fait, ces 4 éléments ne vont pas arriver dans ces demoiselles de façon calme et paisible. Comme d'ailleurs, ils ne vont pas s'en aller hein, autour de la périménopause et de la ménopause de façon calme et paisible. Disons qu'ils vont tous faire parler d'eux. Hein. Voilà. Et puis qu'il va falloir systématiquement se réajuster. Alors, donc je vais vous passer sur la puberté et la ménopause, et la périménopause dans les périodes de grand chambourdement, là, mais vous pouvez quand même les imaginer un petit peu. Pour vous dire, parce que je tiens à vous parler de 2 choses qui sont quand même très intéressantes chez Hildegard à propos de la ménopause, parce que là, véritablement, on le voit chez Hildegard. Elle a une compréhension de tout le phénomène de la ménopause qui est très intéressant, parce que vraiment, ça lui est propre. Voilà. D'abord, Hildegard, contrairement, par exemple, à l'école de Salerne, a une compréhension de la vieillesse qui lui est propre. À l'époque, on disait une femme qui n'a plus, en gros, qui n'a plus ses règles est vieille. Et Hildegard va s'opposer à cette vision-là. Et elle va dire non, la vieillesse, ce n'est pas cela. Et là, je reviens à son sens de l'observation. A priori, si Hildegard dit ce n'est pas parce qu'on n'a plus ses règles, hein, c'est pas parce qu'on est ménopausée qu'on est vieille, c'est qu'elle a aussi pu observer que certaines femmes, peut-être, avaient été très rapidement ménopausées, ou que même certaines n'avaient jamais leurs règles, hein, et que ça ne les empêchait pas d'être femmes. Donc elle fait quand même une distinction entre féminité et le fait d'avoir ses règles. Hein. Et elle va dire, non, la vieillesse, ce n'est pas cela, la vieillesse, c'est le flétrissement de la peau, et c'est exactement la même chose pour l'homme et pour la femme, et la vieillesse, c'est la perte des forces physiques, et en particulier chez Hildegard, ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'on développe plus facilement des carences. En ce sens, elle est déjà très moderne, parce que c'est ce qu'on sait en gérontologie, hein, c'est que les personnes âgées développent énormément de carences. Et c'est ces carences, aujourd'hui, par exemple, on le sait pour un certain nombre de maladies qui peuvent peut-être créer l'Alzheimer. Enfin, c'est une capacité moindre à pouvoir profiter de l'alimentation telle que l'on le fait pendant l'enfance, l'âge adulte. Voilà. Voilà. Donc chez Hildegard, donc voilà, la première chose, c'est ça. Attendez, pour la ménopause. Oui, alors, et l'autre chose très importante, je ne l'ai pas noté, l'autre chose très importante chez Hildegard, qui concerne la ménopause, c'est sa propre vie. Voilà. C'est-à-dire que Hildegard va avoir plusieurs vies en l'une, hein, mais ce qui est caractéristique, ce que j'ai découvert chez Hildegard et qui m'a fait après réfléchir sur d'autres vies, c'est qu'Hildegard commence sa vie apostolique à partir de la ménopause. C'est-à-dire que tant qu'elle est dans son couvent, elle vit une vie de bénédictine contemplative cloîtrée, hein, voilà. Et vers l'âge de la ménopause, alors à 42 ans, donc on pourrait dire que 42 ans, c'est véritablement l'âge de la périménopause, elle commence à avoir ses visions, et sur l'impulsion de l'Esprit Saint après un certain nombre de maladies, elle va les consigner. Il va lui falloir encore 10 ans pour assimiler qu'elle a un charisme particulier, elle a quelque chose de particulier à donner à l'Église, et c'est à plus de 50 ans, voire 55 ans, ce qui à l'époque était véritablement, elle était véritablement ménopausée, pour son époque c'est sûr, à 50 ans qu'elle va commencer ses grands voyages le long du Rhin pour aller parler dans des évêchés. Et c'est à cette époque, parce qu'on voit, et elle le dit elle-même, qu'elle va avoir une pêche, alors je ne vais pas dire une pêche d'enfer, ça serait vraiment très honteux et
un très grand mal, enfin voilà, un manque de respect envers Hildegard, mais elle va avoir une énergie considérable. Et on va pouvoir dire qu'elle va être capable de grands prodiges. Enfin, c'est un prodige de voir une femme aussi âgée parcourir autant de kilomètres, hein, par toutes sortes de. C'est pas facile de voyager à cette époque-là. Et puis être capable en fait d'aller gronder le monde entier, hein, parce que c'est ce qu'elle va faire, aussi bien par lettres que de vive voix. Et puis avec c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que c'est les personnes qui ont été engueulées qui gardent précieusement le texte exact de ce qu'elle aurait pu leur dire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'étonnant. Et alors, du coup, ça m'a fait réfléchir. Et je suis tombée, alors malheureusement, je ne l'ai jamais gardé, sur une étude, donc il y a, je sais pas, une dizaine d'années. C'était à l'époque où il y avait encore comme aujourd'hui, hein, un désir de parité. Il fallait absolument que partout, il y ait autant d'hommes que de femmes. Or, vous savez qu'il y a un secteur d'activité où il y a quand même une grande majorité d'hommes. C'est le trading. Pour être trader, c'est souvent des hommes et des hommes jeunes. Et on s'est dit comment on va faire pour mettre des femmes. On a mis des femmes, mais ça ne marchait pas. Pas assez compétents, même des filles super bonnes en maths, tout ça. Ça n'a jamais donné le résultat escompté. Et en fait, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait eu l'idée de prendre en fait, il faut des femmes ménopausées, parce qu'elles ont un taux de testostérone plus important et qu'elles résistent au stress. Voilà. C'est-à-dire que la femme, tant qu'elle n'est pas ménopausée, elle fait des. Enfin, elle a des résultats cycliques, quoi. Le problème, c'est que ça ne marche pas avec le trading. Ouais. Et par contre, la femme, on a trouvé que certaines femmes ménopausées pouvaient résister au stress et pouvaient arriver à avoir ce stade de poste. Avec la difficulté qu'en fait, il faut pouvoir être à jour sur les mathématiques. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire des maths de façon intensive jusqu'à 50 ans et là, devenir trader. Voilà. Mais alors, ce constat qu'on voit donc chez Hildegard et chez les traders, on peut aussi le voir par exemple chez Sainte Jeanne de Chantal. Hein, il y a une première vie jusqu'à la ménopause, qui est une très belle vie, très belle vie, et puis après une seconde vie, qui va être un cadeau pour l'Église considérable. Et plus proche de nous, vous avez quand même Mère Teresa, qui est vraiment l'exemple par excellence. Une première vie, qui est une vie d'enseignante, une vie déjà très très belle et dense, et puis comme ça, on ne sait pas, à 50 ans, on a un appel dans l'appel, et là ça donne quand même les missionnaires de charité, quoi. Donc, je pense que pour ça, Hildegard est un bel exemple pour notre époque. Voilà, un temps, on pourrait dire c'est véritablement ça, c'est un temps pour chaque chose. Alors maintenant, rapidement sur le troisième morceau, les ouvertures qu'on pourrait voir chez Hildegard. Comme on reprend un peu, pareil, j'essaye d'avoir des liens avec l'écologie intégrale, on pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant chez Hildegard, c'est tout ce qui concerne le jardin. Voilà. Moi, je ne sais pas si le livre existe, peut-être qu'il y a déjà un livre qui existe. Alors il y a une dame qui m'a dit ça, mais c'est à propos des fleurs. C'est la thématique du jardin chez Hildegard de Bingen. Pas dans le sens des plantes ou des tisanes, même si j'aime beaucoup les tisanes d'Hildegard, c'est pas ça le problème, mais plutôt dans le sens la réitération de la Genèse chez Hildegard et la réitération du Cantique des Cantiques. Voilà. Alors moi, j'ai pas eu le temps de trouver plein de références, mais je suis quand même retombée sur ça et j'ai trouvé ça quand même étonnant. À propos de Saint Jean, et l'apôtre Saint Jean. Donc là, on ne voit pas trop comment on peut mettre le jardin avec Saint Jean. Eh bien, elle y arrive. Elle parle de Saint Jean, donc là, elle décrit Saint Jean. Ô floraison admirable, sans déclin, sans chute, envoi du jardinier du ciel. Voilà. Au repos de toute douceur, dans l'étreinte du soleil. C'est comme ça qu'elle décrit l'apôtre Saint Jean. Ô floraison admirable, sans déclin, sans chute, envoi du jardinier du ciel. Donc, chez Hildegard, il y a cet amour, on pourrait dire elle reçoit la création et la beauté de cette création comme un cadeau admirable. Voilà. Alors, il y a toujours, chez Hildegard, il y a toujours cette admiration de la Genèse, cette admiration de la création telle qu'elle a été créée, et après, il y a toujours ce retour en disant la conscience de la blessure du péché, du sien aussi, qu'on est pécheur. Et puis ensuite, il y a ce mouvement, ce troisième mouvement, c'est que le péché n'est pas suffisant pour me faire perdre le sens de ce cadeau. Voilà. Et en particulier par le Christ. Donc, Hildegard rumine toujours cela. Et elle y revient sans cesse. Elle revient sans cesse
à la Genèse, l'homme et la femme dans leur rapport à Dieu. Alors, on peut dire, chez Hildegard, moi ce qui me frappe, c'est son pragmatisme et son bon sens. D'accord ? Parce qu'en fait, elle fait toujours revenir des choses très concrètes. Et là, pour le coup, elle mérite sa réputation des tisanes. Voilà, elle revient toujours à la vertu et elle revient toujours à la grâce. Voilà, et ça, c'est quand même le grand défi, c'est de la faire connaître avec ces choses-là, c'est que le vrai médecin pour Hildegard, c'est le Christ. Hein. Pour guérir, pour Hildegard, partout, partout dans tous ses écrits, pour guérir, vous devez commencer par prier. Vous détachez des vices, vous attachez à grandir dans les vertus, être dans l'obéissance à l'Église, vous confessez, et ensuite, vous utilisez telle ou telle plante, parce que dans sa bonté, dans sa délicatesse, Dieu a tout mis dans la création pour notre bien-être et notre bonheur. Mais il y a toujours quand même, c'est toujours dans un sens. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir quand même, derrière ce que je viens de dire, une petite critique d'une récupération de notre grande sainte, voilà, où on en reste à la plante ou au remède, qui se conçoivent en autonomie, vous voyez, alors que pour Hildegard, rien n'est autonome. On est toujours dans une dépendance par rapport au Père. Et si la plante existe, c'est parce qu'elle est maintenue dans l'existence par Dieu qui est là. Alors, c'est pareil, je voudrais peut-être dire quelques mots sur ça. Je n'ai trouvé aucun auteur qui ait l'audace de dire qu'Hildegard était féministe. Là aussi, et en fait, d'ailleurs, ils le disent tous. Ils disent on ne peut pas dire qu'Hildegard est féministe. Parce qu'en fait, elle ne conçoit jamais le rapport de l'homme face à la femme seule. C'est pareil, il y a toujours Dieu dans cette relation. C'est-à-dire Hildegard tire tout et absolument tout de la création. La création nous mène à Dieu, et pour Hildegard, la femme mène l'homme à Dieu. Donc, vous voyez, on pourrait dire que ce serait peut-être l'écueil du mot féminisme. Dans le féminisme, le centre, c'est la femme. Or, si le centre, c'est Dieu, ben, vous ne pouvez pas être féministe, en fait. Alors, on va se dire comment se situe, comment se situe Hildegard par rapport à la féminité. Hildegard a une très belle conscience de la fragilité de la femme, et du coup, elle a une immense bienveillance face au désagrément féminin. Moi, la première chose qui m'a éboustouflée quand j'ai lu Hildegard, c'est sa description de comment il faut aider les femmes qui ont des règles douloureuses. Voilà. Et il y a un très très long descriptif où elle explique au monial qu'il faut faire chauffer les pierres, qu'il faut mettre la femme dans un baquet avec de l'eau. Et donc il faut mettre la femme. Si le flux de sang est abondant, il faut mettre de l'eau tiède. Si le flux de sang est pas abondant, il faut mettre de l'eau chaude. Mais après, on n'en reste pas là. Après, il faut amener des pétales de rose. Parce que c'est très important, la rose étant la fleur de la féminité pour que la femme se sente bien. Et là non plus, ce n'est pas suffisant. Il faut que les sœurs se mettent en rond pour chanter et prier Dieu. Oui. Alors là, vous avez une image, vous voyez, d'un spa angélique. Et vous voyez, donc, c'est à la fois émouvant et extrêmement délicat. Donc il y a cet aspect de la féminité chez Hildegard dans ce sens-là. Et puis ensuite, voilà, pour faire pendant peut-être pour vous expliquer pourquoi elle n'est pas féministe, parce que Hildegard est quand même très mariale. Et pour Hildegard, elle n'a pas besoin d'être féministe parce que pour elle, il y a une claire conscience que le chef-d'œuvre de Dieu, c'est la femme, par Marie. Alors pour vous dire les trois petites lignes d'Hildegard, la suprême bénédiction étant en forme de femme avant toute autre créature, car Dieu s'est fait homme en cette Vierge très douce et bienheureuse. Ça c'est dans la symphonie des harmonies célestes. Voilà. C'était trop long. Si vous voulez des questions. Oh, trop chou. Merci. Les fleurs. Merci, c'était très dense, très intéressant. Ouais, il y a des petits endroits où je me suis un peu noyée, mais merci. Je crois qu'on n'a pas tellement de temps de poser des questions, ni d'approfondir, à moins qu'il y en ait peut-être une ou deux. Je ne sais pas si vous avez le courage de rester un petit peu. Ah oui, le livre. Alors, celui-là, vraiment très bien. Parce qu'en fait, vous avez directement accès à des morceaux d'Hildegard. Voilà. Parce que sinon, c'est vrai qu'elle est difficile à lire directement. L'auteur, c'est qui l'auteur ?
Pierre du Moulin. Oui. Il a le mérite de vraiment de mettre des longs morceaux d'Hildegarde et de vous faire connaître. Et puis je sais pas, je le trouve très juste. Hildegarde de Bingen. C'est sûrement le mieux. Après, on peut lire directement Hildegarde, mais il faut commencer petit à petit. Après, il y a les conférences de Laurence Moulinier. Alors, pour le coup, c'est plutôt une approche profane. Mais c'est aussi intéressant d'avoir une approche profane. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas une relation spirituelle avec Hildegarde. Elle ne le présente pas comme ça. C'est un professeur d'histoire médiévale. Mais c'est une femme qui est honnête. Vous voyez, par exemple, elle dit Hildegarde n'est pas féministe. C'est pas possible, en fait. On ne peut pas comprendre. Voilà. Elle vous fait. Par exemple, c'est d'elle que j'ai compris le sens de l'observation chez Hildegarde. C'est qu'on ne peut pas tout réduire au fait qu'elle ait eu des visions. Vous voyez. La hauteur des poissons dans le Rhin, ça ne vient pas de visions célestes, en fait. Hein. Elle a juste regardé ce qui se passait dans le Rhin. Ce qui est génial aussi, en fait, hein, parce qu'on a besoin de juste reprendre ce sens-là de l'observation du réel. Mais après, je pense qu'en fait, à l'île Bouchard, on est passé à la librairie et on a vu un rayon entier. Enfin, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a énormément d'ouvrages. Ouais. Même tellement qu'en fait... Après, il faut absolument lire les catéchèses de Benoît XVI sur Hildegarde de Bingen. C'est pas très long, ça. Ça doit se trouver sur le site du Vatican. Parce que, du coup, c'est Benoît XVI qui nous a donné Hildegarde comme docteur de l'Église. Et là, vous avez chez Benoît XVI, enfin, moi je trouve admirable, un respect et une délicatesse vis-à-vis de la femme qui sont grandioses. Mais justement, vous avez quelques extraits à la fin du livre du Père du Moulin sur ça. Où justement, Benoît XVI montre à quel point on a besoin des femmes dans l'Église. Et il montre que Hildegarde a servi le gouvernement de l'Église. En fait. Il faudra que tu reviennes. Hein. Quelqu'un. Voilà. Il faut qu'on intègre tout ça. Ah ouais, il y a beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci.